Cher Najette, si tu penches un tout petit peu mieux ton ordinateur, je verrai. Voilà. Comment vas-tu? Bienvenue. Et Bienvenue. toi? Je vais fort bien. Et écoute, pendant qu'on est que tous les deux, je crois, je voulais te dire, mais il faudrait que tu me donnes l'adresse postale. Je voudrais t'envoyer brièvement évoquer, je ne sais pas si tu étais là l'autre jour, quand j'ai évoqué l'arrière-grand-père de mon fils, c'est-à-dire en fait le grand-père de celle qui a été ma compagne, et qui, est- qui avait créé la harissa du Cap Bon, et qui, Oui, voilà, et qui surtout avait écrit plein de choses au temps où il avait une ferme simplement sur un de ses employés qui était très secret, qui était, semble-t-il, un peu haratine, euh, et, et dont il n'a compris le secret qu'après la mort de Laurent. après la mort. Ok. Et ce texte est pour moi une merveille. C'est un livret de 60 pages, hein. Mais j'aimerais bien te le faire passer. Eh Pendant ben, écoute, je te donnerai par mail tout à l'heure mon adresse. Oui, Ok. oui. Comme ça sera, tu l'auras marqué quelque part. Ok. Sinon, tu vas bien, toi? Écoute, je vais bien, on est dans l'hiver là. Non. Écoute, nous, il commence depuis 2 jours à faire chaud. On est dans les 30 degrés là, ce qui, euh, ce qui commence à être assez agréable. J'ai déjeuné sur la plage aujourd'hui parce qu'on est déconfiné depuis jeudi dernier, nous. Les bistrots sont ouverts seulement depuis jeudi dernier et Ok. on peut aller d'une ville à l'autre. Donc, j'ai déjeuné avec ma sœur sur la plage et beaucoup de gens se baignaient. Donc, voilà, la Alors, on est un peu coupé quelques secondes là, mais ça va revenir, je pense. Non, pour l'instant, je t'ai perdu. Je ne sais pas si tu m'entends. Moi, je ne t'entends pas ou plus. Attends voir, qu'est-ce qui se passe? Je vais regarder ton statut. Ton statut est bon pourtant, mais ça va revenir, je pense. Voilà, attends, je vais faire. Pendant ce temps-là, je fais entrer Denis. Voilà. Et puis Najette, j'espère que je vais te retrouver bientôt. Salut Denis. Salut Alex. Bon, j'étais en train de converser avec Najette et tu vois, elle a été figée par l'effroi. Je ne la vois plus. Il faut que je la relance, mais je ne sais pas comment. Mais tu me vois. Toi, je te vois, je t'entends. Tu es un habitué, toi, c'est pas pareil. Mais elle, ça m'embête. Arrêter la vidéo en vedette. Elle me permet d'enregistrer. Ouais, non, non, je ne sais pas ce qui arrive. Et puis, je ne la vois pas bouger, tu vois, je ne sais pas. Ouais, moi je vois rien non plus. Et pourtant, mais tu la vois quand même. Non, moi je la vois pas. Ah, je suis le seul à la voir alors. Puisque moi, je l'ai. Tu as que deux. Tu as que toi et moi sur l'écran pour l'instant. Exactement. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais essayer d'aller la chercher. Je ne sais pas que faire. T'as été chez le coiffeur? Non, je sors de l'eau. Je viens de prendre ma douche du matin, tellement j'ai fait de choses aujourd'hui. Euh, je vais essayer de l'inviter séparément. J'espère que ça va vite. Najette. Je la réinvite par Najette. Voilà.
Tu enregistres là? Là, je me suis mis en enregistrement, oui. Ah oui. Ça te pose un problème? Non, mais je vois recording, là, je le Oui, vois. oui, oui. Ben oui, heureusement que les gens le savent, mais je le mets parce que en fait, j'ai essayé de revoir pour voir où la chatte avait mal au pied. Elle n'a pas vraiment mal au pied d'ailleurs. Ben, je Donc, il vais n'y a plus plutôt- personne là. Il n'y a plus que Hein? moi. Il n'y a plus que moi. Bon, alors ça, c'est plus emmerdant. Oui, je me suis coupé moi-même. Alors j'y retourne immédiatement. Mais tu m'entends au moins. C'est déjà quelque chose. Non, je te vois. Je te vois et je t'entends. C'est Mais bien. je te vois sur le grand écran, je te vois plus sur le petit. Attends, je vais voir. Ah merde. Retourner à la réunion. Voilà, tu me vois là. Non. Moi, Je je te te vois vois en grand, mais je te vois pas en petit. en petit où? Tu voudrais me voir où en petit? Bah, normalement, au-dessus de l'écran, j'ai tout le monde. Oui, mais il n'y a pas de tout le monde. Donc pour Oui, mais l'instant, je t'avais toi quand même. non, non, je ne dois pas avoir 2 semaines. Je vais prendre Guillaume pendant qu'on est là. Ah oui. Et puis, ben, je vais attendre, si ça veut bien. Voilà, maintenant je te revois. Voilà, alors Guillaume, de nouveau, alors ça, cette fois, c'est E.T. Bonjour Guillaume. C'est-à-dire que je t'entrevois, mais d'abord, tu n'es pas vraiment dans l'écran, et puis ensuite, la lumière, elle Ah, te… Ouais, je sais pas voici, si… comme ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est parfait. Je ne Voilà. t'entendais pas parce que je n'avais pas branché le son. Alors, je te voyais, je voyais ta bouche bouger. Mais… Oui, enfin, en plus, c'est rare qu'elle bouge sans que… Attends, j'étais avec Najette, on a été coupé. Je pense que je vais pouvoir la reprendre. Ah, Salut Guillaume. salut Denis. Ah, Salut voilà, Najette. Najette. Tu m'entends? Non? Ah, elle n'est pas encore sur… Ça y est, elle est sur l'audio. Très bien. Oui, je vous entends. Bonjour, Salut Bonjour. Najette. comment vas-tu? Ça va? Bonjour. Bonjour. Najette, juste pour l'anecdote, là, sur un autre ordinateur, je suis en train de numériser, je l'ai dit l'autre jour, les quantités d'archives que j'ai, y compris une archive très brève où j'avais fait un portrait de Massimo Lorenzi pour un Oui. Zigzag Café. Et il y a quelques images où il est en montage, en salle de Avec moi. montage, et la monteuse, c'est toi. Ah bon? Tu vois, c'est drôle, hein, comme le monde est petit. Voilà. Mais bon, je vais peut-être te Nous voir ne réapparaître. sommes que 4, visiblement, ou Oui, bien. je ne sais pas, tu as vu, bon, il y a tout plein de, bon, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils allaient bouger, mais je ne les vois Oui. pas. J'ai pourtant reçu des mails de leur part. Alors, est-ce qu'ils ne sont pas, je vais essayer de les reconvier un instant. Je vais essayer de leur convier 2 ou 3, de ceux qui m'avaient écrit en particulier. Guillaume, que deviens-tu? Oui, je vous laisse faire. Je survis, ma jolie, et je survis sans toi, mais Tu arrives? Tu arrives? péniblement, mais Écoute, nous, on est maintenant totalement déconfinés, donc on bistrot ouvert, on peut circuler d'une ville à l'autre, donc on est déjà dans l'après-corona. très Et bien. t'es où, Najette? Je suis en Tunisie à Hammamet. D'accord. Et donc, comment tu vas, toi? Ben moi, ça va aussi. Ben, nous aussi, on est en train de se déconfiner gentiment, mais Je ça pense va. que vous avez été moins confinés que nous. Nous, ça a été très sévère. Nous, c'était sévère aussi, hein. Ouais. On pouvait pas se promener sans une attestation. On n'avait pas le droit de bouger de la maison. Mais nous, en Suisse, on n'avait pas ça. C'était Ouais. seulement en France. Ben, si tu veux, il y a pas de En Suisse, solution. c'était moins En dur. Suisse, il y a la conscience, et en France, comme il n'y a pas la conscience, il faut l'administration, tu vois. Ben, nous, on était beaucoup plus dur que la France parce que moi, le 15 février, je suis rentrée de Paris et j'ai été contrôlée au niveau de la température et j'ai dû remplir une fiche pour dire dans quelle place de l'avion j'étais assise. Le Oh là. 15 février, donc. Ça Ouais, veut dire ouais. que la Tunisie, n'ayant pas les hôpitaux, a pris des soins bien avant.
et nous ne sommes qu'à 50 morts, ce qui est extraordinaire. C'est pas beaucoup. Voilà. Bon, j'attends des visiteurs, mais en fait, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas un sujet de grande actualité, et pourtant. C'est toujours d'actualité. Oui, c'est d'actualité parce qu'en réalité, il y a plein de sujets dans ce sujet. Il y a évidemment les sentiments qu'on avait, qu'on a conservés, qu'on n'a pas, à l'égard de parents qui sont soit vivants, soit plus, à l'égard de l'un plutôt que de l'autre, etc. Mais il y a tout le reste. Il y a tout ce dont on pense que nos parents ne nous ont jamais parlé, parce qu'ils le considéraient comme inintéressant ou parce qu'ils ne voulaient pas avoir ça en commun avec nous. Il y a aussi les questions qu'on n'a jamais osé leur poser, et ce n'est pas aujourd'hui qu'on leur posera. Et puis, il y a évidemment, je ne sais pas si c'est le cas parmi nous quatre pour l'instant, mais l'autre jour, on entendait Bernard Joyet qui racontait son père qui n'a jamais eu, qu'il a revu brièvement 40 ans plus tard, et qui était parti en catastrophe après avoir été un ivrogne et un frappeur. Donc chacun a un petit peu son histoire. Moi, je pense à une histoire qui n'est pas la mienne, mais qui est celle de mon père. Mais on n'en a jamais parlé, c'est pour ça que je pensais à ça. Mon papa était né en 1910 et il est né orphelin de père. Et non seulement il est né orphelin de père, mais il était né orphelin de père parce que son papa, pendant ou avant la naissance ou la grossesse de sa maman, avait une liaison fameuse, importante, et que face à la réalité du fait qu'il allait être papa, et qu'il n'arrivait pas à gérer les deux choses, et ça c'est les recoupements que j'ai fait plus tard, il s'est suicidé alors que son fils n'était pas encore mort. Donc tu vois, j'en ai jamais parlé avec mon père, il n'en a jamais parlé, mais il l'a forcément traîné, tu vois. Et pourquoi on sait pas, pourquoi est-ce qu'on ne sait pas passer ce fanion? Je ne sais pas, je ne pense pas que ça m'aurait beaucoup apporté dans la connaissance de moi-même ou d'autres choses, mais quand même, voilà. Et aussi, puis j'en aurais terminé, et aussi mes parents se sont rencontrés à Genève en 1936. Ils étaient toujours sur la frontière entre Ferney et Genève, et ils ont été, pendant ces 4 années jusqu'à la guerre, des amoureux exemplaires. On les voyait toujours ensemble. Ils traversaient la France à vélo. Ils pouvaient, bon. Et puis, il y a eu la guerre. Mon père a dû partir pour le Brésil pour acheter le café de l'armée française. Il était ingénieur agronome. Et elle est partie avec elle. Il y a de très belles photos d'eux où ils sont côte à côte, en tenue blanche, avec d'autres gens. Ils sont revenus. Et au retour, ils se sont, bon, entre-temps, ils m'avaient fait de justesse, mais ils ne se sont jamais pu parler. C'est-à-dire que mon père se levait à 1h de l'après-midi, quand il allait se coucher, il laissait des mots à ma mère qu'il elle-même, avant de partir travailler, lui en laissait. Je ne les ai pratiquement jamais plus vus ensemble. Qu'est-ce qui a bien pu créer, être à l'origine de cette rupture absolue? J'ai essayé d'en parler avec ma mère. Elle a éludé. Elle en était peut-être la cause, j'en sais rien. Je n'en ai pas parlé avec mon père, mais ça me travaille. Voilà, c'est un peu ces idées-là, pardon d'avoir été un peu long, mais en réalité, nos rapports avec nos parents ne sont pas qu'un long fleuve tranquille. D'abord parce qu'il y a eu des violences parfois, beaucoup d'incompréhension, et puis souvent aujourd'hui, puisque je ne sais pas encore, Denis, tu as tes parents encore? Non, moi, j'ai perdu ma mère le 24 décembre cette année. Oui, donc c'est relativement récent. Et Ouais. vous autres, j'imagine que vous n'avez plus vos parents. Voilà. Donc pour l'instant, tant que je ne vois pas arriver d'autres fantassins, et je n'en vois pas arriver, on est les quatre dans cette même situation. Est-ce que, je vais commencer par qui, au fait? Je ne vous vois pas tellement. Voilà. Je vais commencer par Guillaume, puisque tu étais, je crois, à Genève. Je pense que tes parents l'étaient aussi. Donc, il y a une espèce de suite géographique dans une ville un peu beaucoup calviniste où
où on s'embrasse pas très fort, où on ne communique pas beaucoup les émotions. Dans ce que je te disais tout à l'heure, ou ce que je disais tout à l'heure, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses que tu n'as jamais pu dire à ton père et que surtout, tu n'as jamais osé, des questions que tu n'as jamais osé poser à ton père? Alors, moi, j'ai malheureusement eu un rapport très compliqué, très peu de rapport avec mon père, n'est-ce pas? Pas très, très peu. Alors, donc, je lui ai posé très peu de questions et il m'a très peu parlé et même presque pas. Moi, je sais plus sur mon père après sa mort, des choses que j'ai lues, mais je l'ai très peu connu parce qu'il était, enfin, l'histoire est assez un petit peu compliquée. Donc, quand je suis né en 37, donc assez vite, il est parti au service militaire parce qu'il y avait la guerre, il a été mobilisé, évidemment. Et ma mère elle-même était malade. Ma sœur est née 4 ans et demi après moi. Et ma mère n'a pas pratiquement pas pu, elle a survécu si tu veux, mais elle était malade très vite et elle est partie à la montagne et je ne l'ai presque pas revue. Et c'était une époque où on n'associait pas les enfants, enfin dans ma famille en tout cas, les enfants étaient censés ne rien comprendre et ne rien savoir. Et donc moi j'étais tout seul, il y avait des nurses qui s'occupaient de ma petite sœur, il y avait des choses comme ça, mais j'étais dans une maison où il n'y avait pas d'adultes, à part des gens qui étaient, voilà, enfin les nurses s'occupaient surtout de ma sœur. Et donc, j'étais un enfant très, très seul. Et un jour, on m'a dit, il faut que tu réveilles ton papa. Alors, mon papa travaillait la nuit, il était à la Suisse, il travaillait la nuit, et donc je ne le voyais pas. Je suis donc allé à 1h30 dans son lit. Et il m'a expliqué que maman était partie pour toujours, qu'on l'avait enterrée, enfin qu'elle était morte. Moi, j'ai un souvenir de naturellement, cette conversation était solennelle, on m'a amené, etc. Mais ce n'est pas un souvenir tellement dramatique. Par contre, j'ai eu un très très bon moment parce que nous sommes allés visiter avec mon père l'appartement où on allait habiter tous les deux. Alors pour moi, j'avais perdu une mère, si tu veux, mais je l'avais déjà perdue depuis très longtemps. Je ne savais même plus où elle était. J'avais plus de mère depuis longtemps, une année, plus que ça. Et puis, tout d'un coup, j'ai eu un père, alors que mon père est sorti comme ça. Et alors, on a visité l'appartement, puis nous sommes allés au Ciné-Bref, où il y avait des actualités, etc. Puis, nous avons été goûter au Grand Passage. Alors, formidable. Et ensuite, tous les mardis, c'était comme ça. Parce que mon père, il travaillait la nuit, et donc je ne le voyais pratiquement pas. Mais le mardi après-midi, il avait congé. Le dimanche, il n'avait pas congé. Hein. Pas le samedi, pas le dimanche. Mais le mardi après-midi. Alors, je n'allais pas à l'école. Et j'allais avec papa au Ciné-Bref. Et ensuite, on allait prendre le thé au Grand Passage. Donc, c'était un moment extraordinaire. Donc, j'ai eu un père pendant une année. Tous les mardis. Une année, tous les mardis. Oui, mais c'est beaucoup le mardi. Et le soir, je l'entendais parce qu'il écoutait des disques de Wagner dans son salon, et moi j'entendais ces cris de chanteuse épouvantables, et ça me semblait être un mélange de la guerre, parce que comme il était journaliste, notre appartement était rempli de publications venant de tous les pays d'Europe avec des images horribles que petit enfant que j'étais regardait naturellement. Donc je me disais c'est la guerre, et en même temps je me disais peut-être qu'il met ces musiques terribles à cause de ma mère qui est morte, j'avais pitié de lui, etc., plus que de moi en quelque sorte. Et puis voilà. Et alors, ce qui était magnifique, c'est qu'on a fait venir une dame qui était très gentille, qui s'appelait Hermine Hegeli. Et cette dame, elle était comme une sorte de bonne, si tu veux, chez mes grands-parents. Et elle devait se marier. Et on lui a dit, oui, mais il y a le pauvre petit Guillaume qui est tout seul, qui n'a pas de maman, qui n'a pas de papa, qui n'a rien du tout. Est-ce que tu ne pourrais pas t'occuper de lui? Alors, elle a envoyé son fiancé. Elle lui a dit, il faut que tu attendes. Et puis, elle est venue s'occuper de moi. Et avec elle et moi, ça a été un amour extraordinaire. Voilà. Seulement, mon père, très vite, s'est remarié. Ce qui est normal, mais très très vite, hein, comme on dit dans Hamlet, hein, le repas des funérailles n'était pas encore tout à fait froid, déjà on a pu leur servir pour le mariage.
Seulement, alors, du coup, moi, j'ai été envoyé, parce que de nouveau, c'était cette histoire, les enfants ne doivent pas savoir. Donc, moi, j'ai été envoyé à Berne chez ma tante Ninette, qui était là-bas, la sœur de ma mère. Et puis, 6 semaines plus tard, je suis rentré, et voilà, les choses étaient différentes. Et ma belle-mère, la première chose qu'elle a fait, ce qu'on peut comprendre du reste, ça a été de renvoyer cette fameuse Hermine. Voilà. Donc, j'avais perdu ma mère, ensuite j'ai perdu Hermine, j'ai hérité d'une belle-mère, mais ce n'était pas tout à fait la même chose. Tu vois. Alors, je suis allé voir mon père une fois à 1h de l'après-midi, parce que je ne le voyais jamais, mon père, hein, juste au repas du soir, c'est tout. Hein, mais pas du tout. On dit jamais il a fait une vacance avec nous, hein, pas une seule. Bon. Alors, j'avais ma belle-mère, voilà. Alors, un jour, j'étais vers mon père, puis je lui ai dit à 1h, quand il se réveillait, je lui ai dit, écoute, papa, il y a quand même un truc qui ne va pas, c'est qu'elle n'est pas gentille avec moi, tu vois, cette dame. Alors, ça ne me convient pas comme ça, et alors, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Alors, il m'a dit, eh ben, mon pauvre vieux, c'est comme ça, c'est elle qui est chargée de ton éducation, alors démerde-toi. Voilà. Alors voilà, c'est vraiment. Alors donc avec mon père, ça a été toujours un peu compliqué, tu vois. C'est resté comme ça toujours, et ça c'est pas. Au fond, ça s'est pas rétabli. Voilà. En fait, tu avais tes deux parents, mais tu as été orphelin tout le temps, sauf pendant 1 an. Voilà, c'est ça. Pendant 1 an qui était très bien. Alors ça, j'ai un très très bon souvenir de ces 1 an. Et puis alors cette fameuse Hermine, donc on lui avait donné l'ordre de ne jamais avoir de contact avec moi. Parce qu'évidemment, pendant tout, après le départ d'Hermine, je pleurais tous les soirs. Enfin, c'était horrible. C'était un deuil épouvantable. Alors, on l'avait dit, pour ce pauvre garçon, il ne faut pas. Et 50 ans plus tard, j'étais à la Rose d'Or de Montreux et un journaliste balois me dit, écoute, est-ce que tu connais une dame qui s'appelle Hermine Hegeli? Je dis, ah oui, c'est sûr que je la connais, mais je la connaissais il y a très, très longtemps. Eh bien, tu sais, si tu lui téléphonais, ça lui ferait très plaisir. Alors, il m'a donné son numéro de téléphone. Je suis rentré au bureau à la TV. Je me dis, après 50 ans, c'est un peu bizarre. Quand même, je lui ai téléphoné. Et puis, alors, elle me dit, d'accord. Alors, j'arrive tout de suite. Hein. Je prends le prochain avion, etc. Le lendemain, elle était à l'aéroport. Et nous ne nous étions pas vus depuis 50 ans. Et on s'est tombé dans les bras. Et alors, je suis resté très, très fidèle. On est resté très proches l'un de l'autre jusqu'à sa mort. Elle est morte il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans. Voilà. Donc, on s'est retrouvés après tout ce temps. Ouais, donc c'est une jolie histoire. C'était elle, ta maman, en fait. Bon, enfin, c'était ma maman pendant un petit moment. J'ai eu un père pendant un petit moment et Hermine pendant un petit moment. Mais c'est une jolie histoire quand même. Oui, parce qu'en fait, c'est du Balzac qui finit bien. Voilà, à peu près. Voilà. Et alors, Hermine est devenue une star incroyable dans son pays, là, à Bâle, parce qu'elle avait donc épousé le fameux Louis, elle a dû repousser son mariage à cause de moi, mais ça s'est quand même fait. Et ce Louis avait une mère, et lui, il n'a jamais rien foutu de toute sa vie, mais il avait une mère qui avait un magasin de tabac. Alors Hermine a dit, quand elle est arrivée à Bâle, elle a dit à la mère de son mari, elle a dit, écoutez, confiez-moi le magasin de tabac, je vous en ferai, elle dit toujours le magasin, confiez-moi le magasin, j'en ferai quelque chose. Parce qu'elle était très sûre d'elle et convaincue qu'elle avait un regard magnétique, et elle me disait toujours, ton père, il croit que je vous nourris avec les tickets de rationnement. Pas du tout, je vous nourris avec mes yeux. Les beefsteaks, tout, c'est mes yeux qui vous valent ça, etc. Alors, elle a croyé ça et ça a très bien réussi. Elle a fait de ce magasin de tabac une espèce d'endroit où elles sont venus tous les artistes, tous les gens qui traversaient Bâle, et ils ont gagné des millions avec ce magasin de tabac, et elle était remplie de souvenirs de tous les gens célèbres possibles, parce que les Français venaient acheter les cigares Davidoff à Bâle, tu vois. Voilà. Donc, elle a eu une carrière extraordinaire. Elle avait des récits sensationnels. Elle a connu Yves Montand, elle a flirté avec Yves Montand, elle a eu une vie tout à fait inattendue, alors qu'elle était venue très, très, très pauvre à Genève. Elle volait les légumes du voisin et elle allait les vendre au marché pour nourrir sa famille. Elle n'avait donc jamais été à l'école. Et puis un jour, elle est venue travailler chez mes grands-parents. Et alors, quand elle est arrivée à la gare,
Elle avait 15 ans. Mon grand-père avait encore, il n'avait plus un sou, parce qu'à ce moment, il avait tout perdu, mais il avait encore une vieille buick. Alors, il est venu la chercher avec sa buick. Alors, elle était terrifiée parce qu'il avait entendu parler des histoires de traite des blanches et tout. Elle s'est dit, alors, ce type qui vient me chercher avec une buick noire, c'est extrêmement suspect. Je sais ce qui est arrivé. Et alors, elle est arrivée terrifiée à Confignon. Et là, ma grand-mère l'attendait. Et alors là, ça s'est un peu calmé. Et alors, elle a travaillé énormément. Moi, elle me fait des récits. Je trouve que mes grands-parents l'ont exploité épouvantablement, mais ce n'est pas du tout ça qu'elle a comme idée. Elle dit non, 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 parce que tous les jours, on m'a donné des leçons de français. J'ai appris, je suis devenu quelqu'un grâce à eux. Enfin, elle a gardé un très, très bon souvenir de cette période. C'est pour ça qu'elle avait décidé de repousser son mariage pour s'occuper de moi, tu vois. Voilà. Mais elle est devenue elle-même vraiment une espèce de star. Et alors, ses enfants, parce qu'elle a eu des enfants quand même, et ses enfants étaient toujours très jaloux de moi, parce que moi, j'étais toujours le fils favori, tu vois, le premier fils. Ah oui. C'est génial. Alors, on leur parlait toujours de ça, mais évidemment, quand ils m'ont rencontré à la fin, voilà. Mais voilà, c'est toujours des histoires comme ça. En fait, c'est l'histoire de ton père en creux. On avait décidé de parler de papa, et en réalité, c'est tout l'univers qui comment dirais-je, qui existe grâce à toi, mais en tout cas malgré lui. Voilà, c'est un peu ça, oui. En tout cas, c'est une belle histoire. C'est une question que je me pose. On se parle. Est-ce que par hasard, tu voudrais pencher un tout petit peu plus ton écran, parce que voilà, c'est bien. Parce que souvent, quand tu t'approches, on ne voit plus que le haut de ton crâne, qui est intéressant, mais qui est quand même un peu dégarni quand même. Voilà. Oui, je me posais une question. Je te connais peu. Tu as femme, enfant, toutes sortes de vies qui te regardent. Mais ce que tu viens de dire là, tu l'as raconté à des gens? Oui, j'ai raconté d'une certaine manière. Oui, je l'ai raconté déjà. Oui, mes enfants connaissent un peu cette histoire, etc. Oui, parce que ça a été un peu compliqué toute ma. Enfin, je crois qu'il faut arrêter maintenant. Je crois que j'ai suffisamment occupé le crachoir avec mon histoire. Non, c'est pas la. Mais voilà. Okay. C'est intéressant. Najette, à quoi ressemblent alors moi, ça va être une chose que vous un schéma que vous ne connaissez pas. Moi, je vais commencer autrement. Mon père avait un frère et ma sœur avait et ma mère avait une sœur. Donc les deux frères et sœurs se sont épousés. Tu comprends? Oui. Donc, les deux filles d'une même famille ont épousé les deux garçons d'une autre famille. Donc, un couple plus jeune que l'autre. Le couple plus jeune que l'autre, c'est le couple de mes parents géniteurs. Et l'autre couple n'a eu malheureusement pas d'enfant. Donc, ce qui fait que moi, j'ai été l'offrande suprême. Bon, j'ai oublié de dire, tout ça habitant dans la même maison, chacun un étage, chaque couple un étage, tu vois. Donc, mais moi, j'ai été donnée, offerte au couple le plus vieux qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Donc, moi, j'habitais à l'étage au-dessus avec ce qui allait être mon père et ma mère, que moi je considère comme mon père et ma mère. C'est pas mes géniteurs que je considère comme mon père et ma mère, mais tout ça vivant sous le même toit, avec les mêmes personnels, la même cuisine, tu vois ce que je veux dire? Et mes autres frères et sœurs, qui ont été 5 après moi, ont habité à l'étage au-dessous. Donc, okay. Tu comprends? Moi, j'habitais là-haut, donc avec le couple des aînés. Et la vie a fait que moi, à l'âge de 12 ans, et ma petite sœur à l'âge de 9 mois, ma mère, si tu veux, naturelle est morte. Ce qui fait qu'on a été tous
enfant de cette mère qui n'a jamais eu d'enfant elle-même. On avait une mère extrêmement investie dans ce travail de mère et dans cet affect de mère, et on avait deux pères. Tu comprends? On se trouve avec deux pères. Or, mon père, quand il a perdu sa femme qu'il adorait, n'a pas supporté de vivre cette situation, d'être seul. Donc, nous avions une immense ferme et mon père s'est installé dans la ferme. Tu comprends? Et ce père qui était notre père naturel est devenu pour nous un grand frère, si tu veux. Donc, on avait un couple plus âgé que lui qui nous dirigeait, qui s'occupait de nous, et notre frère, parce qu'on l'appelait grand frère en fait. Tu comprends? Parce qu'on appelait papa, maman et le grand frère. Et lui, alors c'était les jeux, les autres c'était le sérieux, on rendait des comptes. Et lui, jamais on lui rendait des comptes, jamais. Il faisait que s'amuser avec nous, c'était notre copain, quoi. Super. Voilà. Voilà en gros l'histoire qui. Mais donc, moi j'ai eu droit, la vie m'a offert un père extraordinaire qui a été un homme qui m'a donné une grande, grande confiance en moi et qui, comme femme arabe et musulmane dans un milieu, m'a offert chaque fois la possibilité de faire ce que je voulais. Il me disait, tu es convaincu que c'est bien pour toi? Il me posait la question. Tu sais que c'est ta voie, tu l'as choisie, tu ne reviendras pas, tu sais où ça va te mener, réfléchis bien. Si tu es convaincu, tu le fais. Voilà. Donc, c'était ça, cette immense... cet immense cadeau que la vie m'a fait de m'avoir donné ce père, en fait. Mais lorsque, je ne sais pas, tu étais bébé, quand on t'a donné en offrande… J'ai aucun souvenir. Moi, le jour où j'ai pris conscience, j'habitais toujours à l'étage au-dessus et mes frères et sœurs habitaient là. Mais je savais que c'était ma mère en bas aussi. D'accord. Je savais tout. J'étais au courant de toute la situation, mais j'ai jamais demandé à l'étage en dessous si je pouvais aller jouer avec les copains ou je dépendais de l'autorité d'en haut, tu vois. Et quand tu allais à la ferme pour voir le grand frère qui était ton papa, oui. Il vous est arrivé de parler de ça? Est-ce que pour lui, ça a pu être quand même une frustration? Est-ce qu'il se considère néanmoins comme ton papa? Comment ça s'est passé? Beaucoup plus tard, pas avec moi, mais en fait, parce que moi, j'étais là-haut depuis toujours. Tu comprends? Moi, j'étais pas dans les confidences avec lui, j'étais les confidences avec mon autre père, si tu veux. Mais par rapport à mes autres frères et sœurs, quand ils ont fait des enfants, quand il a été grand-père, il a exprimé le regret d'avoir quitté ces enfants qu'il avait laissés parce qu'il ne voulait pas vivre cette solitude de couple, qu'il n'avait plus de couple, quoi. Voilà. Donc, c'était un grand frère joyeux qui jouait, et malgré tout, tu penses que c'était… Ah oui, mais de toute façon, bon, à part ça, toutes les vacances, on allait les passer avec lui. Tout le monde, hein, les autres parents et tout, on se transportait tous à la ferme parce qu'on avait une immense ferme pas loin de la mer, donc on allait tous en vacances là. Tu vois? Écoute, voilà, je ne te pose pas la question, mais j'ai quand même l'impression que, bon, en Tunisie, auprès de ta famille d'aujourd'hui, de tes proches, mais je ne suis pas sûr que tu aies raconté cette histoire très souvent à Genève quand tu y habitais, si?
si. Mais mes amis, bien sûr. Mes amis, oui. Mes amis sont au courant parce que mes amis viennent et voient que ont vu pendant que j'avais deux pères, longtemps que j'avais deux pères et que je leur parlais de ma mère morte et de ma mère vivante, tu vois. Donc, c'était à un moment, toujours je parlais de l'une ou de l'autre et je disais ma mère morte et ma mère vivante. Et tout le monde m'a demandé une explication à un moment. Si je n'ai pas cherché à la donner, on me l'a posée, tu vois, parce que pour moi, il n'y avait aucun tabou là-dessus. Pour moi, j'avais deux mères et deux pères, tu vois. Et on a l'impression qu'en tout cas, tout a toujours été clair. Il n'y a pas eu de tabou, il n'y a pas eu de partie cachée. Il n'y a pas eu de cachotterie, si tu veux. Et je vais même te dire que même quelqu'un a essayé de faire une embrouille un jour, que j'avais 7-8 ans, pour soi-disant venir une camarade d'école me raconter que j'étais adoptée. Je lui ai dit, mais tu parles de quoi? Je ne suis pas adoptée, j'ai deux pères et deux mères. Tu vois, donc ça clôt le débat. Tu vois. Donc moi, j'ai toujours été dans l'abondance. J'aime l'abondance, tu vois. Et malheureusement, donc, à un moment, mon père, mon père, celui que j'appelle mon père, est mort. Et donc, il est resté deux couples dépareillés, en fait. Et donc, ma mère a continué à s'occuper des 6 enfants et mon père a continué à être à la ferme et tous les étés, on allait là et voilà, pour les vacances. Voilà. On a continué à faire le système comme si de rien n'était, en fait. Voilà. Bon, Denis, je suis désolé, mais toi, tu as un père, une mère, tu as Un père, une mère. Je voulais juste dire un truc sur le non-dit dans les familles, parce que j'avais 55 ans, c'était après la mort de mon père. Tout d'un coup, il y a ma mère qui me prend à part et puis qui me dit « Ah, tu sais, il faut que je te dise, on a un secret de famille. » Je dis, ah bon, on a un secret de famille. Alors moi, je commence à imaginer, mon père n'est pas mon père, ma mère n'est pas ma mère. Enfin, j'étais en train d'imaginer des tas de trucs. Et puis elle me dit, ouais, non, il faut que je te dise, avant toi, j'ai eu une fausse couche. Alors bon, c'est que ça. Et en fait, je le savais déjà. Mais bon, à cette époque, enfin, toi, ma mère était née en 1925. Donc, moi, je suis né dans les années 50. C'était tabou, ce genre de choses. La fausse couche, c'était tabou. Ah bon, Donc, c'était tabou elle m'en avait jamais parlé. Elle m'avait jamais dit ça. Mais moi, je l'avais su parce que je crois qu'à 17 ans, j'étais en vacances chez des amis de mes parents et la femme, tout d'un coup, m'avait dit « Mais tu n'avais pas eu un petit frère avant toi ?» Alors évidemment, moi, à l'époque, à 17 ans, ça m'avait fait un très gros coup, mais je m'étais dit « Oui, pourquoi on m'a caché ça ?» Et j'en ai jamais parlé. Et c'est seulement, je te dis, à 55 ans, que là, j'en ai parlé avec ma mère et je lui ai dit, ben, tu sais, je le savais déjà. Puis, comment tu savais déjà? Mais je dis oui, j'étais en vacances à Blois, là, chez des amis, et la maman m'avait dit ça. Alors bon, elle l'a traité de tous les noms d'oiseaux, en me disant, mais pourquoi elle t'a dit ça? J'ai dû beaucoup dans la conversation, voilà. Alors, effectivement, moi, je m'étais aussi quand même posé des questions parce que mes parents se sont mariés en 49. Moi, je suis né en 52. Je me suis dit, entre les deux, il y a quand même une grosse marge. Et bien voilà, j'ai eu l'explication, c'est qu'il y avait eu une fausse couche entre les deux. Et mon autre frère, alors lui, il avait su, mais alors ils avaient été très loin parce qu'il y avait des tas de photos de ma mère enceinte et ils avaient tout détruit. Il n'y avait plus une photo, il n'y avait rien du tout. Donc, théoriquement, on n'aurait pas dû le savoir. Mais j'ai un frère, le dernier, qui est très archive et papier de famille et qui avait retrouvé des lettres où justement, dans les années 50, ma mère avait perdu son père, je crois, et elle avait reçu des lettres de condoléances. Et dans une lettre, on disait, oui, alors en plus, cette année, vous avez en plus perdu un enfant et tout et tout. Et puis bon, mon frère, ça lui avait mis la puce à l'oreille. Donc en fait, c'est un faux secret de famille parce qu'on était tous un petit peu au courant, mais on n'en parlait pas. Voilà. Excuse-moi, Denis, j'aimerais savoir pourquoi était-ce tabou d'avoir fait une fausse couche?
En Écoute, quoi je pourrais pas te dire, mais dans les années 50, ouais, je sais pas, c'était c'était négatif. pas un avortement, c'était une fausse couche. Oui, c'était. Je pouvais comprendre un avortement, mais une fausse couche, qu'on te juge coupable d'une fausse couche, Ben, je sais pas, mais voilà. à Donc, l'époque, bon, t'en sais c'était pas interdit. plus que Et moi. je te dis, ils avaient effacé toute trace et nous en ont jamais parlé. Mais Jamais. tu, Drôle, hein? mais tu penses qu'ils en ont été malheureux de ne pas pouvoir en parler? Je pense ma mère un petit peu, ouais. Je pense un petit peu, mais bon, enfin, je sais pas. Ben, elle te l'a dit, donc. Ouais, elle me l'a dit pour finir, mais toi, à 55 ans, et après la mort de mon père, et toi, je pense qu'elle aurait pas osé le dire du vivant de mon père. Je sais pas. On C'est est, assez. on est dans des mondes, tu vois, on se retrouve à quatre de manière un peu aléatoire, et puis on s'aperçoit qu'il y a des choses invraisemblables. Je veux dire, quand je dis invraisemblables, ce sont des trames de romans. Évidemment, il faudrait y rajouter d'autres choses derrière, mais dans les trois cas que je viens d'entendre, ce soir, je vous quitte, je prends ma plume et je vais la semaine prochaine chez mon éditeur. Tu vois. Moi, je vais travailler un peu dessus. Mais c'est tout à fait incroyable. C'est tout à fait incroyable. Et tu vois, enfin voilà. Toi, tu as des frères et sœurs, Denis. Donc, eux l'ont vécu comment? Bah, écoute, en fait, on n'en a jamais parlé entre nous. Non, on n'en a jamais parlé. C'est drôle. Non, mais je crois Alors, pas je crois pas que ça les a plus non, non, travaillé. non, non, c'est plutôt ta maman et ton père, peut-être, dont on ne Ouais. saura jamais pourquoi il a préféré le secret et imposer le secret à ta maman, puisqu'apparemment, c'est quand même de lui que venait cette décision. Mais pourquoi, en quoi l'un ou l'autre ou les deux ont-ils pu se sentir coupables de ce qui n'était qu'un accident? Je veux C'est un dire, accident, ouais. c'est, on ne comprend pas, tu vois. Mais tu disais, c'était dans les années 49-50, mais à contrario, tu vois, je vais te parler en deux mots de ma naissance parce que dans une période qui est pourtant un peu plus ancienne, je te parlais de mes parents qui vadrouillaient partout avant de partir pour le Brésil. Et en fait, j'ai su beaucoup plus tard, enfin pas beaucoup plus tard, ma mère me l'a dit sans trop s'en cacher, c'est une période où l'avortement était extrêmement fréquent, il n'y avait pas de moyens anticonceptionnels, mais l'avortement sans problème. Et moi qui suis fils unique, je suis sans doute le sixième ou le septième de la famille. Ah, Simplement, tous les autres étaient passés à la trappe par les moyens que je te dis, et moi, ça n'avait pas été possible parce que ça n'avait pas marché. Donc, je suis un rejeton accidentel, tu vois. Et ce qui fait que quand on me demandait si j'étais, plus tard à l'école, quand on me demandait si j'étais fils unique, je dis non, j'ai une sœur. Elle me disait, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je dis, elle est à l'Institut Pasteur. Ah oui, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, je répondis, elle est dans un bocal. C'était ma façon d'évacuer le truc. Mais tu vois, paradoxalement, je vous disais en début que sur les raisons de leur rupture profonde, de leur, pas de leur mépris, mais de leur distance énorme prise dans l'instant, je n'ai jamais pu avoir la moindre explication. Mais sur ces points qui sont quand même dans notre dimension judéo-chrétienne, qui ne sont pas totalement secondaires, eh ben, ma mère en a parlé sans aucun problème, alors que j'avais sans doute que 8 ou 9 ans, et ce n'est pas venu plus tard. Tu vois? Et par exemple, quand ils étaient en société, ils se parlaient ou seulement quand ils étaient seuls? Ils n'étaient jamais en Ils ne se société parlaient ensemble. jamais. Ils n'étaient jamais en Ah. société ensemble. Je te dis, je n'arrive pas à comprendre. Je crois que je comprends. Je crois que je comprends, mais bon, ce n'est pas très important en soi. Mais je pense qu'au Brésil, et j'en juge par rapport à ces photos de groupes qui étaient en fait, c'était des Français, leurs femmes ou leurs compagnes, qui étaient des officiers ou des sous-officiers de l'armée française détachés pour aller acheter du café et peut-être faire du renseignement, j'en sais rien. Mais quand je vois sur les photos et quand je vois comment ma maman avait gardé une des photos sur lesquelles ils sont 4 ou 5, je me dis qu'elle a dû avoir une aventure avec l'un de ces personnages
tu vois, et que bizarrement, mon père, qui était sans doute très ouvert, l'a pas supporté. Au retour, après avoir vécu une vie, enfin, je dirais glorieuse, facile, ils sont revenus en France. Il était ingénieur agronome, mais on est encore dans les parents. Il avait eu une proposition tout de suite après le retour, une proposition pour être ingénieur agronome. Je ne sais plus si c'était aux Philippines ou quelque chose comme ça. Je rappelle que son père était mort avant sa naissance, il n'avait donc que sa mère, il était fils unique, et il a annoncé à sa mère qu'il avait décroché un flic là-bas, et elle s'est jetée à ses pieds en disant « Ne pars pas, sinon je me tue ». Et il n'est pas parti, tu vois. Et à partir de ce moment-là, il est resté un homme extrêmement intelligent, écrivant, fin, tout ce que tu veux. Mais en fait, quelque chose s'était cassé, y compris dans sa tenue, dans son maintien. Bien que moi, je suis un peu du même genre, mais il a eu une vie très importante, mais l'essentiel de son boulot consistait à partir de 3 heures de l'après-midi au bistrot. Il y allait à 3 heures parce que jusqu'à 5 heures, il rédigeait la correspondance de ceux qui savaient qu'il allait le faire pour eux. Puis à 5 heures, il commençait à jouer aux cartes. Ça pourrait durer très longtemps. Et quand il rentrait, ma mère était couchée et il valait mieux parce qu'il avait, sans être un ivrogne, mais au fil de toutes ces heures, il avait bu, donc il ronflait, donc etc. Donc ils se sont séparés très vite parce qu'elle, dans le même temps, avait commencé à s'acheter des toilettes, etc., à travailler au BIT alors que mon père n'avait pas de travail, ainsi de suite. Donc, si tu veux, ils ont bifurqué là, mais sans doute à la suite d'une histoire, d'un événement que je pressens sans en avoir la moindre preuve. J'ai là-haut, tu vois, j'ai 14 cartons marqués papa. Et, il est mort il y a 5, 12, bientôt 50 ans, et je ne les ai jamais ouverts. Je les ouvrirai peut-être. Bon, j'ai ouvert juste son agenda 3 jours avant sa mort parce qu'il notait tous les jours la météo, la pluie, etc. Et 3 jours avant, son agenda s'arrête 3 jours avant sa mort et il décrit simplement il va sans doute pleuvoir. Tu vois, mais bon, on était très lointain. Puis moi, dans cette atmosphère qui était quand même assez désagréable, où j'étais un peu tenu d'être pour l'un, d'être pour l'autre, etc. L'argent de poche venait plutôt de ma maman qui en gagnait, mais aussi un peu des poches de mon père que je faisais pendant qu'il dormait. Donc tu vois, j'étais pas bien. Et puis bon, et puis dans la maison commune, le soir, et je l'ai su assez vite et compris assez vite, ma maman ouvrait déverrouillait une petite porte dans le bas de la maison, la ferme, et puis un de mes copains qui avait à peine 4 ans de plus que moi montait les escaliers jusque tard dans la nuit. Donc tout ça, je ne porte pas de jugement, mais simplement je m'aperçois que ça nous a éloignés, et que tout ça, je pense que tu sais, une chanson de Brel sur le jour où on me mettra en terre, etc. Bon, en fait, je pense que mon père n'a jamais été dupe, mais comme il n'avait pas envie de combattre, et combattre pourquoi, en réalité, il s'est laissé tout faire, y compris le fait que bien plus tard, c'est une espèce de charlatan qui est beaucoup plus jeune, mais une espèce de joueur de rugby sans ballon, qui est entré dans la vie et qui entrait, lui, par la fenêtre la nuit, mais qui, dans la journée, il avait une belle Rolls-Royce qui venait chercher mon père pour le promener. Tu vois? Donc, tout ça, je n'ai pas porté de jugement et ma mère a fini par se marier. Elle est allée dans le sud de la France avant la mort de mon père, mais elle s'est mariée après. Mais avant la mort de mon père, et elle est morte à 100 ans, un peu plus de 100 ans, et on est devenus extrêmement complices. J'allais la voir souvent, on parlait de tout plein de choses, mais elle n'est jamais redevenue ma mère. Tu vois? C'était quelqu'un que j'aimais bien, dont j'étais extrêmement proche. Voilà.
Et bon, tu vois, on a tous des vies comme ça, et d'une certaine manière, on a tous été peut-être un tout petit peu heurtés, peut-être un tout petit peu meurtris, mais extrêmement enrichis par chacune des aventures que tu es en train de, qu'on est en train de raconter. L'histoire de notre vendeuse de cigares, tu vois, qui retombe du ciel 50 ans auprès et qui, sans doute, dans ton désarroi de l'époque, Guillaume, Guillaume, qui sans doute, même si ça n'a été que pendant un an, tu as peut-être été la seule à t'apprendre ce que pouvait être l'amour ou l'affection d'une certaine manière. Donc tu vois, on a tous hérité de quelque chose par hasard. Mais ce que j'ai appris, alors dont on ne parle pas ce soir, c'est pendant cette période de confinement, alors moi, dans des gens qui me sont assez proches, j'ai constaté que le fait de se retrouver tout d'un coup dans une situation où on est obligé de vivre ensemble avec un parent, ou c'est dans le cas que je pense, c'est surtout un parent, une parent, c'est une maman seule avec un enfant, et tout d'un coup, alors ça crée des problèmes très difficiles et vraiment graves, hein, et puis ça dure, et puis ça dure, et puis ça dure, surtout avec le système français, là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir du tout avec un enfant, etc. Et ça, j'ai vu vraiment de plusieurs cas ici, et aussi plus près encore, j'ai vraiment vu des gens pour qui ça a été très difficile. Et l'inverse, j'ai vu par contre l'inverse aussi. Des gens où tout d'un coup, les parents, parce que maintenant tous les parents travaillent, etc., ils ne s'occupent pas des enfants, mais où tout d'un coup, le fait de devoir rester à la maison, pour une de mes personnes qui m'est assez proche, je veux dire, ça l'a transformé, et ça a transformé les enfants aussi, alors que ça a joué dans des sens différents. Mais c'est intéressant de voir que les rapports sont contraints par la vie sociale, et quand les contraintes changent, ça donne des résultats qui sont parfois très inattendus. Ce qui revient à dire que non seulement dans la société, mais même dans les familles, il y aura un avant et un après Covid. C'est bien possible. En tout cas, dans certaines familles, oui, c'est vrai. Oui. Écoute, je vais vous raconter une histoire. Je vous ai parlé de mon père qui me disait « tu veux faire, c'est pour toi bien, tu juges, tu le fais ». Ma mère était beaucoup plus traditionnaliste, tu vois. Donc, un jour dans ma vie, je rencontre Michel Viala, que vous connaissez peut-être tous. Et donc, on décide de se marier. Donc, je prends mon téléphone et je lui dis, moi, donc, je suis une fille très indépendante par rapport au système ambiant tunisien. Donc, je prends le téléphone et je dis à ma mère, je t'annonce que demain, je vais à la mairie et que je me marie. Tu comprends? Donc, c'était peut-être un peu tard, il faut dire. Demain, je suis à Genève, nous allons à la mairie et je me marie. Et là, elle me pose la question qu'il ne fallait pas pour moi. Elle me dit, est-ce qu'il est musulman au moins? Et moi, contre mon gré, Michel s'était converti à l'islam. Oui, pour que les papiers, voilà. Donc, mais moi, je n'ai pas voulu lui répondre. Ce n'était pas ça que j'aurais voulu qu'elle me pose qui il est, qu'est-ce qu'il fait, mais pas sa religion. Ce n'était pas l'important pour moi. Alors moi, je lui dis, ça ne te regarde pas. Et là, ma mère a raccroché le téléphone. Donc, grand silence. Mais il se trouve que 15 jours après, on débarquait en Tunisie avec Michel. Donc, j'arrive à l'aéroport. Pour la première fois de ma vie, ma mère n'était pas à l'aéroport pour me recevoir. Donc, grand truc, voilà. Mais moi, très dans la tête, très déterminée, donc, je prends mon Michel sous le bras, on loue une voiture et me voilà, moi qui monte chez ma mère, sonner, et Michel qui reste dans la voiture, et j'arrive et je l'embrasse et tout. Mais, elle ne me pose aucune question sur… Mais par contre, alors je fais 5 minutes et je descends
Tu comprends? Et j'ouvre la porte pour partir. Et là, elle me dit, mais tu vas où? J'ai dit, mon mari attend dans la voiture. Donc, je suis partie. J'ai fait ça 3 jours de suite. Et le 4e jour, elle est descendue le chercher. C'est plus maline. Alors, donc, et elle m'a. Après, on n'en a plus parlé. Elle a fait comme si de rien n'était, tu vois, jamais. Par contre, elle adorait Michel et Michel l'adorait, donc. Et quand j'ai divorcé avec Michel, alors un jour, je ne sais pas, en parlant, je lui ai dit, tu sais, j'ai divorcé de Michel. Elle me dit, mais comment un type comme ça, on n'en divorce pas, on le garde? J'ai dit, maintenant, il faut savoir ce que tu veux. Donc, tu vois comme quoi les histoires, elles ont toujours des faces A et des faces B, tu vois. Voilà. Très bien. C'est drôle, l'affrontement aussi, si tu veux, avec les parents. L'affrontement s'est fait très rarement avec mon père. Il s'est fait avec ma mère sur comment j'allais dire, sur la tradition. Ça se fait ou ça se fait pas. Dans notre monde, ça se fait ou ça se fait pas. Elle avait des codes très, 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 très carrés comme ça. Et moi, j'étais totalement en dehors du code. Donc, j'avais décidé un jour de ne pas obéir au code. Voilà. Donc, quand tu dis qu'elle avait des codes, est-ce que tu penses que c'est vraiment parce qu'elle l'avait en elle, ce qui est possible, ou que simplement l'idée, ne sachant pas si Michel ou que Michel était musulman, l'idée par rapport au voisinage. Ah, mais tu sais qu'en islam, il est interdit d'épouser un non-musulman. Il est interdit, si tu veux, religieusement, sinon j'étais excommuniée, si tu veux, pour elle, tu vois. Donc, c'était une question de religiosité, tu vois. C'était pas aussi de maintien de ta personne dans le groupe, parce que sinon, ça veut dire que tu y serais parvenu par rapport aux voisins. Ah non, moi j'avais décidé que c'était moi qui fixais les codes. Je ne laissais pas aux autres le choix de m'excommunier ou de me. Tu vois, donc non, moi j'avais décidé que les codes, ce n'était pas fait pour moi. Et donc, jusqu'à maintenant d'ailleurs, tu vois, par exemple, je vis en dehors des codes, si tu veux. Je ne fais pas tout ce que tout le monde fait. Voilà. Je fais ce qui moi est important pour moi. Voilà. J'ai pas je suis pas rentrée dans le rang en revenant vivre ici. Tu vois, je continue à être celle que j'ai été. Et tes voisins, ils l'acceptent comment? Écoute, c'est à n'y rien comprendre. Donc, c'est des gens qui sont dans ma rue. Ma rue est un quartier, je suis aux confins d'un quartier de propriétaires terriens et moi, je fais partie des propriétaires terriens et un quartier de gens très pauvres, de la campagne, si tu veux. À l'origine, c'était la campagne et la ville. Et maintenant, c'est bien sûr devenu la ville. Donc, pour les voisins du côté campagne, quand ils parlent de moi, ils parlent de l'étrangère et de la, comment on appelle ça? Comment je pourrais le traduire? La rebelle. Non, pas étrangère, il n'y a pas la notion de rebelle pour eux. L'étrangère est la non-musulmane, si tu veux. Voilà, l'étrangère est la non-musulmane. Parce que je suis tellement différente, ma manière de vivre, ma maison, tout est si loin d'eux qu'ils ne peuvent pas imaginer que j'appartiens que je suis tunisienne. Mais ça ne les empêche pas de me respecter, tu comprends, et de me parler en arabe. Donc, pour eux, je suis sûrement une étrangère qui parle arabe. Pour eux, c'est trop loin de leur tête pour imaginer que je suis tunisienne et que je vis comme ça. Tu vois, donc pour eux, je suis extraterrestre, en fait. Voilà.
Mais j'ai de très, très bons rapports avec eux. Quand j'habitais en Suisse et que j'ai acheté cette maison, chaque fois que je rentrais en vacances, tout le monde, toute la rue venait m'embrasser, me souhaitait la bienvenue et tout. Mais je n'appartiens pas à leur monde. Voilà. Ils me signifient bien que je n'appartiens pas à leur monde. Voilà. Alors que les propriétaires terriens, eux, t'acceptent et t'accueillent. Tu disais qu'il y avait les autres vivent dans la rue et l'autre côté, ils ne vivent pas dans la rue, tu comprends? Je n'ai pas de rapport avec les autres. Les autres, ils sont cloîtrés chez eux, chacun chez eux. Mais moi, je suis plus souvent dans la rue avec les autres que tu vois. C'est ça qui fait. C'est que moi, j'appartiens à l'autre monde, mais je vis plus avec les gens du peuple, tu vois, que les propriétaires terriens, tu vois. C'est assez drôle, la vie. Le statut d'extraterrestre, c'est pas mal, je trouve. C'est bien trouvé. Ah, mais je te jure, non, mais des fois, je les entends parler entre voisines de moi. Elle dit, va demander, alors qu'elle elles savent que je parle arabe, va demander à l'étrangère si elle n'a pas, je ne sais pas quoi, quelque chose, tu vois. C'est assez drôle. Est-ce que par rapport, je reviens au père, et en 2 mots, je vais. En plus, ça va te dire quelque chose à toi, Najat. Tu sais que j'ai partagé longtemps ma vie avec Sylviane. Sylviane, oui, bien sûr. Et on avait un appartement à Genève, mais mon père était seul, ma mère était partie, il était malade. Il avait un cancer de la gorge qui évoluait mal. On allait souvent à Ferney et qu'on y restait. On faisait à manger, on restait à la maison. Et puis, on avait souvent des discussions parce qu'on a toujours parlé, en tout cas mon père et moi, de politique, d'éthique, de tout ce qu'on veut. Ouais. Et puis, un soir, je ne sais pas, ça ne s'est pas bien passé. Et comme ça ne se passait pas bien, j'ai regardé Sylviane à côté sur le thème de qu'est-ce qu'on fait. Et puis, le message qu'elle m'a renvoyé, mais qui confortait ce que je pensais, c'était il ne faut pas insister. Donc, on a dit à mon papa, ben, écoute, on va faire la vaisselle, mais on s'en va. Et puis, il y avait 3 marches qui donnaient sur la cour où se trouvait la voiture. Et il est sorti, puis il nous a dit, mais ne partez pas. Et on était tellement, comment dirais-je, sûrs de notre choix, puis en fait, avec tellement la volonté de lui dire, ce coup-là, tu ne nous le refais plus la prochaine fois, qu'on est parti. Et je ne l'ai pas, car il est mort. Ouais, tu vois. Et ce moment où je ne suis pas revenu pour une fadaise, certainement, je ne me rappelle même plus pourquoi, d'ailleurs. Et sans doute Sylviane non plus. Le fait de n'être pas revenu, je ne me suis toujours pas pardonné. Voilà. Je comprends, je peux comprendre. Mais moi, c'était pas une question, c'était une question de refuser mon choix. Ma mère refusait mon choix, tu vois. Quand elle m'a dit qu'elle m'a raccroché, elle a refusé mon choix. Donc, j'ai voulu lui dire que j'étais pas d'accord. Mais ceci dit, ma mère est une femme très, 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 très forte, une très forte personnalité. Et bon, en plus, on se ressemblait beaucoup. Donc, on s'est trouvés l'une face à l'autre. Et moi, je pense, en parlant de ce que le thème que tu as dit, et je pense que mon choix de quitter la Tunisie faisait partie du fait que je ne voulais pas me confronter à elle avec tout. Chaque fois que je faisais un choix, qu'elle allait remettre en question ma vie, tu vois. Et donc, j'ai quitté la Tunisie, à mon avis, en réfléchissant bien, à cause de ça. Je ne voulais pas qu'ils interviennent dans la vie que j'avais décidé de mener, sous prétexte que ça se fait ou ça se fait pas, et que dans notre société ou dans notre monde, on ne fait pas ça, tu vois. C'est très… ça m'est apparu très, très, très vite parce que quand je suis rentrée de Genève après ma retraite, donc j'ai pris ma mère pendant 2 mois à la maison, tu vois,
Et là, tout ce que pendant les 40 ans où j'ai vécu à Genève, j'ai pas pensé à tout ça, si tu veux. Et quand je suis revenue et que je l'ai eue sous mon toit et qu'elle voulait diriger ma vie dans ma maison, là, je me suis dit, je sais pourquoi tu es partie. Tu vois, je ne savais pas pourquoi j'étais partie, mais là, j'ai compris pourquoi j'étais partie. Tu vois, c'est a posteriori que j'ai compris pourquoi j'étais partie. C'est drôle, là, comme on est. Guillaume, tu disais tout à l'heure qu'avec ton père, entre autres, hormis cette petite année de ciné-bref et de grand passage, il ne s'est pas passé grand-chose. Toi, aujourd'hui, tu as des enfants, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais leur dire, que tu ne leur as pas encore dites, mais dont tu te dis, il va falloir? Non, c'est pas mon cas. Non, j'ai pas de. Non, non, j'ai parlé avec mes enfants. J'ai pas été un très bon père non plus parce que j'étais aussi un père qui n'était pas souvent là, mais je me suis quand même occupé de mes enfants. Et la plupart de mes enfants m'ont dit à certaines occasions, m'ont dit, pour finir, tu n'étais quand même pas un si mauvais père que ça, etc. Donc, je crois que ça va. Non, j'ai pas de secret. Je m'intéressais dans ce que tu as raconté, Najette, c'est qu'il y a le moment où il faut une vraie opposition. Parce que, donc, dans ce que je raconte, c'est que mon père et moi, on ne s'est pas beaucoup parlé, etc. On ne s'est pas beaucoup connus, mais on a dû quand même se confronter au moins une fois. Et on l'a fait. En fait, il y en a eu plusieurs, mais il y a eu une fois extraordinairement violente. C'est aussi une histoire de mariage. C'est que quand j'avais 20 ans, je me suis marié avec ma première femme. C'était évidemment une erreur absolue, mais c'est assez rigolo, c'est que toute la famille, je lui avais fait un enfant par distraction, et du coup, toute la famille voulait absolument qu'elle avorte. Hein. Alors, comme on avait 20 ans, on est toujours à 20 ans, mais pourquoi ils nous emmerdent? Impossible. Alors, on ne va pas avorter, ils veulent tous qu'on avorte. On va pas, naturellement, on va faire le contraire. Alors, bon, on a décidé qu'on n'allait pas avorter, donc on allait se marier, etc. Et puis, alors, moi, j'ai été voir mon père, que je ne connaissais pas, pour lui dire, voilà, on va se marier, etc. Mais nous ne voulons pas nous marier à l'église, parce que nous n'y croyons pas. Alors, mon père m'a dit, ah non, mais tu ne peux pas faire ça, parce que tu vas tuer ton grand-père. Mon grand-père était pasteur. Il me dit, ton grand-père est déjà malade, tu vas le tuer. Alors, nous nous sommes expliqués sur cette question, mais comme on n'avait pas beaucoup l'habitude de se parler, eh bien, on s'est foutu sur la gueule. Donc, on s'est vraiment battu, mais vraiment. Hein. Mais on s'est donné des coups de poing, enfin, c'était épouvantable. Et ma belle-mère était terrifiée, elle était dans un coin, elle n'osait rien dire. Mais il y avait à ce moment-là une domestique qu'ils avaient, eux, qui était une Suédoise, qui était très grande, qui était très forte, et plus forte que mon père et que moi, peut-être pas les deux ensemble, mais en tout cas plus forte que chacun de nous séparément. Et donc, elle est venue et elle s'est mise entre nous, elle nous a écartés, elle a dit, maintenant, ça suffit, conduisez-vous comme des adultes, ça ne peut pas continuer, etc. Alors là, on s'est calmé. Et donc, on a abouti à une sorte de compromis, c'est-à-dire qu'on n'a pas été à l'église, mais on a accepté d'aller voir mon grand-père sur son lit de malade et il nous a quand même bénis. Voilà. Donc, on a accepté la bénédiction du grand-père. Ça s'est arrangé comme ça. Oui, mais mon père et moi, c'était un bon moment. On s'est rencontrés. On s'est rencontrés assez fort. Et on s'est rencontrés, on s'est parlé quand même un peu. Et voilà. Et puis, il m'a parlé une deuxième fois dans toute notre vie. C'est quand lui, il a été opéré du glaucome. Il souffrait beaucoup. Il était un peu dans le noir, évidemment, pendant le noir. Et là, pendant environ 1 heure, il m'a parlé de la mort de ma mère et de différentes choses comme ça. Voilà. Donc, j'ai eu 2 rencontres avec mon père, en fait. Une fois dans cet hôpital où il a parlé un petit peu. Et puis, cette fois-là où on s'est battu. C'était pas mal finalement. Ouais. Non, mais c'est clair que les choses dites et exprimées sont plus mieux que celles qui sont intéressantes. Denis, pardon, tu disais tout à l'heure que ta maman t'a parlé de cette fausse couche qu'après la mort de ton père, ce qui veut dire que peut-être qu'on ne se disait pas beaucoup de choses, mais est-ce qu'avec ton père, tu as eu, soit pour des raisons d'idéologie politique, religieuse, familiale, est-ce que vous vous êtes parlé, est-ce que vous vous êtes confrontés, ou est-ce que c'était un peu chacun pour soi, dans un silence, je ne dirais pas complice, mais accepté par les uns et par les autres?
Oui, non, c'était un peu un silence. Ouais, on parlait, mais de choses futiles. On parlait pas tellement de choses profondes. Bon, alors j'ai eu un peu la même histoire quand j'ai voulu me marier. Lui, il n'a pas compris pourquoi j'allais me marier. Donc j'avais quand même 27 ans, ouais, 27 ans. Et bon, je trouvais que c'était le moment. En plus, bon, j'étais sûr que ma femme, c'était elle. Et voilà. Et lui, il l'a très mal vécu. J'ai jamais su pourquoi d'ailleurs, parce que c'était enfin, vraiment, elle était bien. D'ailleurs, après, au fil des ans, ça s'est arrangé, mais au début, il ne voulait pas entendre parler de ce mariage. Et vraiment, il m'a fait des histoires, enfin, il m'a vraiment fait comprendre, mais sans me le dire franchement, qu'il n'acceptait pas ce mariage. Et ça a été très dur jusqu'à ce qu'il y ait le premier petit-fils qui arrive. Quand il y a eu le premier petit-fils, alors là, ça a arrangé les choses. Mais là, il y a eu une période qui a été de 3-4 ans où ça a été difficile, où nos rapports étaient très tendus. Et même après sa mort, j'en ai parlé avec ma mère, pourquoi mon père avait été contre ce mariage. Elle m'a dit, j'ai jamais compris pourquoi il était contre, parce qu'il n'y avait pas de raison qu'il soit contre. Même après, il avait bien aimé ma femme, ça s'était bien arrangé. Mais là, sur le moment, je sais pas, il a été, peut-être ça changeait le cours de sa vie, peut-être que son fils se marie, c'était une étape que lui avait de la peine à encaisser. Peut-être qu'il a l'impression de vieillir, son fils se marie, enfin, je sais pas. Mais ouais, là, ça a Je été, pense, c'était très oui. dur. Mais tu avais déjà quitté la maison quand. Mais j'avais déjà quitté la maison, Parce oui. que sinon, Donc, lui, effectivement, si tu annonces à tes parents que tu vas te marier et que ipso facto, ça veut dire que la semaine prochaine, tu quittes la maison, on peut concevoir qu'ils aient Ouais. peur de te vide. Mais si tu étais déjà parti, c'est moins concevable. non, non, là, j'étais déjà parti. Et en plus, on restait dans la même ville. Toi, j'allais pas partir à New York ou je sais pas où. On restait dans la même ville. Donc, il n'y avait pas vraiment beaucoup de changements. Mais lui, Rien. il acceptait pas. Donc, c'est peut-être aussi lui qui n'acceptait pas l'idée de l'avortement. Il avait des rigidités peut-être un peu. L'avortement, la fausse couche. La fausse couche, par exemple. Ouais, excuse-moi. La fausse Alors, c'est couche. vrai que lui, ses parents ont divorcé quand il avait 17 ans et il l'avait très mal vécu, ça. Ouais. Le divorce de ses parents, il l'avait très mal vécu. Alors, est-ce que toutes ces choses-là sont revenues comme ça? Je sais pas. Ouais. C'est notre vécu, il fait partie de notre présent. Chaque fois qu'on prend une position, tout se recoupe. Hein. Je Mm. pense il a eu peur que tu divorces. Il ne voulait pas que tu te maries, pas de peur que tu divorces, peut-être aussi. C'était ça. Bon. De peur que ta femme fasse une fausse couche. Oui, oui. Oui, alors c'est marrant là, ce que tu dis, parce que on était avec ma femme, on était dans un immeuble près de l'hôpital, à la rue Jean-Violette, et puis bon, on a été 3 ans ensemble, sans enfants, parce qu'on voulait pas des enfants tout de suite, et puis voilà, on s'était dit, euh, on veut vivre pour nous, on aura les enfants plus tard. Et je me souviens, dans l'ascenseur, on avait des voisins en dessous, espagnols, très catholiques, mais très sympas, mais bon, un petit peu obtus. Et un soir, le monsieur me dit, vous avez eu un problème là, avec l'enfant, vous avez eu un problème? Puis je dis, comment on a eu un problème? Oui, votre femme, elle a eu un problème avec l'enfant. Puis je dis, ben non, on n'a pas eu de problème avec l'enfant. Oui, mais elle a dû avoir une fausse couche, enfin, elle a dû avoir quelque chose. Puis je dis, non, pas du tout. Mais ça fait 3 ans que vous êtes mariés, vous n'avez pas d'enfant. Puis j'ai dit, ben non, mais de quoi il se mêle? Et pour lui, il trouvait inconcevable qu'au bout de 3 ans, on n'avait pas d'enfant. Et heureusement, on a déménagé, enfin, lui a déménagé quelques temps après, et ma femme était enceinte, donc il Ah, est parti rassuré. Je pense que tu as fait ça uniquement pour rassurer ton voisin. Exactement. C'est pas le sujet des parents, mais parce que peut-être d'ailleurs ça peut être l'occasion d'une discussion un de ces jours. Je suis en train, je vous ai dit, de revoir toute une série de documents et j'avais à l'époque accompagné, mais parce que j'étais journaliste et que on avait choisi ce sujet et de le suivre, mais ça n'empêche pas l'amitié qui vient.
c'était au moment, si tu dis ça, c'est parce que c'était dans une famille espagnole. Il y avait à Mérin un gamin de 22 ans, 23 ans, qui s'appelait Miguel Fernandez, et qui, comme d'autres, avait été victime du sang contaminé. Et on essayait de suivre en disant, et lui, en espérant qu'on trouverait quelque chose. Et puis parfois, il reprenait un peu le dessus. Alors on se voyait assez fréquemment, tous les 3 mois. On allait toujours faire des mêmes interviews dans les vignes au-dessus de Dardanie ou de ces coins-là. Donc, si tu veux, il y a un cadre unique et il y a ce visage qui s'émacie, ce regard qui s'éteint. Mais en fait, et lui et moi faisons comme si on ne l'avait pas vu. Et les seuls qui, là, regardaient les choses, lui aussi les voyait en face. Il pensait bien que la mort n'était pas loin. Mais bizarrement, c'est seulement quand je raccompagnais chez ses parents que là, il venait se mettre, comment dire, un petit peu plus comme un enfant malade sous leur protection. Sous leur protection. Voilà. Donc, si tu veux, ses parents, et bon, pour les parents, ça a été, bon, j'ai accompagné jusqu'à l'enterrement à la petite église de Mérin. Et les parents ne savaient évidemment pas quand leur fils mourait, mais ils ont quitté la Suisse dans le mois qui suivait. Tu vois? Alors bon, ça n'a pas de rapport. Si, ça a un rapport. Oui, mais c'est les parents. C'est les parents. Et voilà. Mais là, j'avais quand même affaire aussi à un orphelin, mais pas un orphelin de parents, à un orphelin de société. C'est comme s'il avait été battu non pas par son père, mais par la société. Et il n'arrivait pas à en obtenir justice. Voilà. Et tu vois, ça ne m'a pas quitté. Et il se trouve qu'en plus, je revois ces choses et je me dis, bon, c'est un projet que j'ai sur le thème de ça n'est plus de l'actualité, mais ça n'est pas encore de l'histoire. Donc, je voudrais essayer de reprendre un certain nombre de sujets qui ont 20, 25 ans pour essayer de les mettre en perspective. Et aussi par fidélité à des gens que j'ai aimés quand même si j'ai aimé que brièvement par le métier qu'on faisait. Alors voilà, ça n'a pas de rapport direct, mais ça en a un peu quand même, parce que la chance qu'on a tous, je crois, jusqu'à présent, c'est de ne pas avoir vécu la mort d'un enfant, je pense. Mais je crois que pour des parents qui ont vécu ça, j'ai une sœur qui l'a vécu il n'y a pas longtemps et donc elle en est détruite. Elle a perdu un enfant de 26 ans à Saint-Domingue. Elle a dû aller pour le débrancher. Et sa vie en est détruite, la nôtre en est très affectée. Bien sûr que je ne peux pas mettre ma douleur et la sienne, non. Mais c'est une chose qui est... je ne pense pas qu'on puisse l'imaginer avant de l'avoir vécu. C'était une... Vous voyez, l'avantage de ce bistrot, c'est que on se retrouve, on ne sait pas trop bien de quoi on va parler. L'inconvénient au bistrot, c'est qu'il y a toujours autour des gens, soit qui font du bruit et qui nous distraient, soit dont on craint qu'ils n'entrent dans la discussion en y apportant des éléments parasites inutiles. Et du coup, honnêtement, je trouve que les bistrots que nous menons sont d'une densité, d'une générosité, d'une humanité, d'une clairvoyance qui vous honore tout, qui nous honore. Mais je pense que c'est la qualité des gens qui sont là. Je veux dire, je ne pense pas que tu viennes dans ce bistrot pour raconter des choses inutiles. C'est vraiment des choses que nous avons au fond de nous-mêmes et qu'on est des personnes qui, bon, par nos métiers déjà, qui avons l'habitude de la communication, donc on n'a pas de tabou.
En tout cas, moi, j'en ai pas pour parler des choses de la vie, si tu veux. Je n'ai pas de, j'ai pas de pudeur, j'ai pas de. Si on partage, on partage. Voilà. Sinon. Et Alex, tu es en train de remonter alors des tas de documents? Pour l'instant, je ne les remonte pas parce qu'ils sont sur Parce des… que si tu cherches une monteuse, j'en connais une très bien, Oui, qui je est connais mais une. malheureusement, elle est en Tunisie. Oui, mais ça va très bien. Mais entre-temps, j'ai un peu appris. Non, tu sais, tu te rappelles qu'on travaillait sur des cassettes comme ça. Enfin, moi, il se trouve que les appareils qui lisent ça sont de moins en moins nombreux, que même lorsque c'est d'une qualité Sony ou autre, les têtes de lecture s'abîment, les bandes aussi. Mais tu sais qu'il y a des gens qui peuvent te les transférer Je le sur fais, des moi, tous les disques jours. durs. Et c'est ce que je fais. Ah, tu as l'appareil, donc, ok. J'ai tout ce qu'il faut pour l'instant. J'ai encore 2 appareils. Ouais. J'ai même pas encore utilisé le premier. Je viens de terminer la 159e cassette sur 1400, qui est beaucoup. Et puis au fur et à mesure, justement, je note les portraits ou les sujets qui m'avaient un peu échappé, qui m'avaient un peu quitté, et où je me dis que je dois faire. Il y a aussi des cas qui sont tout à fait différents, et là je me dis j'ai pas le droit. C'est pas quelqu'un qui m'était cher, mais j'avais enregistré en anglais d'ailleurs la dernière interview de Thor Heyerdahl, l'homme du Kon-Tiki. Oui. Et je ne l'ai jamais publié. Okay. Et par exemple, je me dis ça, j'ai pas le droit. Il faut que quand je vais y arriver, bon, je vais évidemment le monter. Je vais faire des montages non artistiques. Je vais faire quasiment du plan fixe, considérant que ce qui est important désormais, surtout dans un monde où il suffit d'appuyer sur Internet pour trouver toutes les photos du monde, le but est moins désormais d'illustrer que d'approfondir. Oui, puis de donner une vie à ces choses que tu as en toi, ça c'est beau, ça, vraiment. Ouais, et puis bien. Aussi, je trouve qu'aussi, il faut montrer aux autres ce qu'on a accumulé, nous, dans notre vie. C'est ce que je suis en train de faire, moi. En plus, ça avec mes collections, parce que je ne veux pas mourir en ayant sorti ces objets de leur endroit et de ne leur pas donner une vie ici, si tu veux. Il faut que leur vie, elle continue et qu'elle apprenne des choses aux gens d'ici de ce qui se passait là-bas, si tu veux. Mais ça rejoint un peu, parce que tu vois, je prends à témoin Denis, moi j'ai quand même toujours été, que ce soit en radio ou j'ai toujours été en marge, un peu par chance, puisqu'en radio, on m'avait dit, mais tu peux faire évidemment lire des dépêches, mais tu ne peux pas faire des reportages en Suisse parce que ça va tout de suite être politique, et comme tu es français, on ne veut pas. Je dis, très bien, laissez-moi faire des reportages autour du monde. Donc, je suis parti faire des reportages autour du monde. Et puis, en Suisse, car j'en ai fait un peu aussi, mais je me suis naturellement cantonné à ce qu'on m'imposait, qui était légitime d'ailleurs, c'est-à-dire aux gens inconnus et certainement ni politiques ni publics. Ce qui veut dire qu'en réalité, j'ai des archives en radio, parce que j'ai déjà fait la même chose en radio, tout est prêt, mais en télévision désormais, avec pour l'essentiel des gens que personne ne connaît et dont l'histoire n'en est que plus forte. Elle n'est que plus forte parce que si je ne fais pas ce travail, même leurs familles ne savent pas qu'il y a ça chez moi. Alors, au fur et à mesure que j'arrive dans la communication, je leur dis, écoutez, attendez, je ferai ça dans 6 mois ou 1 an, mais sachez que j'ai ça. Bon, tu vois. Et voilà, c'est aussi ce travail-là qui va vers les gens, va plutôt vers les gens de ta rue qui ne te reconnaissent pas forcément, mais qui au moins te parlent quand tu es dans la rue. Voilà. Je suis peut-être un peu un étranger pour eux, mais pas plus. Guillaume, tu voulais dire quelque chose, je crois. Tu as bougé, puis tu es figé maintenant, Guillaume. Je crois qu'il faut s'arrêter parce qu'on a un problème de son, on ne t'entend plus. Oui, et toi aussi, c'est ça le problème. Je crois que ça marche aussi, là. Il y a un petit problème. Écoute, de toute façon, on sait qu'il ne faut pas aller trop loin. On arrive à la fin du… Bon, non, mais en plus, il faut savoir s'arrêter, c'est comme au bistrot, parce qu'ensuite, on ressasse.
Alors, Ouais. je vais continuer à envoyer des invitations. J'espère que vous y serez, que d'autres que je voudrais Voilà, avoir continuez à nous inviter. y On viendra seront. quand on peut. Et puis voilà, sur des thèmes en tout genre. Mais la preuve est, je crois, que ça nous rend curieux des autres et profond de nous-mêmes. Alors, je vous remercie tous les trois. Salut. Ciao, ciao. Bisous. Bisous.